Le premier message que je voudrais délivrer à l'endroit de la jeunesse guinéenne, c'est celui de l'audace. L'audace. Il faut avoir le courage de ses idées. Et sachez le bien, aujourd'hui, nous ferons le devoir de parler de son parcours. Et au-delà de son parcours, il nous donnera un message et à la fin, il y aura un questionnaire qui lui sera dédié. Ainsi, nous nous faisons le devoir de recevoir aujourd'hui cette personnalité qui n'est plus à présenter sur l'échiquier médiatique appelé Ibrahima Khalil Diallo. Oui. Parlant de vous, pour les personnes qui n'ont jamais eu la chance de vous côtoyer, dites-nous-en, qui est Ibrahima Khalil Diallo? D'abord, d'entrée de jeu, je voudrais vous remercier pour l'honneur que vous me faites, le grand privilège de me recevoir comme votre invité dans cette aventure que vous avez bien voulu déclencher pour amener la jeunesse guinéenne à avoir des modèles, à se servir des personnes, en tout cas qui peuvent les amener à aller de l'avant dans leur domaine respectif. Donc je voudrais vous dire pour cela merci, un grand merci. Okay. Et ensuite je voudrais préciser que c'est pas facile de parler de soi, surtout pour une petite personne comme moi. C'est pas évident quand on demande à quelqu'un comme moi, voilà, de parler de soi. Je me dis que je n'ai pas atteint le niveau qu'il faut pour parler de moi ou bien pour amener les gens à se servir d'exemple de ce que je fais. Mais toujours est-il que sur la base d'un certain nombre de choses que j'ai réussi à accomplir par la grâce de Dieu et par la bénédiction des parents et par le concours des uns et des autres, je peux, n'est-ce pas, être tenté de m'efforcer. Oui. À me livrer à l'exercice qui est celui donc de parler de moi, de parler de sa personne. Alors Ibrahima Khalil Diallo, d'abord à l'état civil, c'est Ibrahima Diallo. Voilà, c'est Ibrahima Diallo. Je suis né à Conakry, précisément à Simbaya. Wow. Et fils d'un imam et d'une vendeuse de bouillie. D'une vendeuse de bouillie. J'ai fait mes études primaires ici, franco-arabe. De la première année jusqu'au niveau de la 5e année, c'est l'arabe seulement que j'ai vu comme matière, en tout cas comme langue dispensée. Et puis ensuite au collège, j'ai vu un peu de français. Donc j'ai eu droit à un enseignement beaucoup plus jumelé. D'un côté vous avez l'arabe, de l'autre aussi vous avez le français. Et puis j'ai fait ce collège ici à Conakry, dans une autre école franco-arabe qu'on appelle Ahlul Bayt. C'est une école fondée par les Iraniens. Par la République islamique d'Iran à la cimenterie. Et puis par la suite j'ai fait une partie de mon lycée au lycée aviation. Pourquoi je dis partie? Parce que pratiquement je n'ai pas fait la 12e année. Je suis resté en 11e année pendant que je faisais le franco-arabe. Et puis je me suis porté en candidat libre et puis j'ai décroché l'examen. Et je me suis classé premier en sciences sociales à l'époque. Et 46e de la République. Bravo. Et merci. Mais bien avant, j'ai eu des difficultés, je crois on aura le temps d'en parler. Donc bref, aujourd'hui, je suis journaliste, j'exerce le métier, ça fait plus d'une dizaine d'années. Et j'ai occupé diverses fonctions, rédacteur en chef, secrétaire général de la rédaction politique, responsable de rubrique politique, animateur, chroniqueur, ainsi de suite. Aujourd'hui, je suis journaliste au groupe Fréquence Média, FIM FM, où j'occupe le poste responsable des relations publiques et sociétales du groupe Fréquence Média depuis maintenant quelques mois. Voilà. Et j'anime plusieurs émissions à la fois politiques et puis sociales et des fois même religieuses. Et pour terminer dans ma description, je pilote des petits mouvements d'un certain nombre de structures que j'ai mises en place avec le concours de certains amis. C'est notamment la OUMA, la République populaire et solidaire de la OUMA,
une communauté de jeunes qui fédère des jeunes, en tout cas les meilleurs de tous les domaines, qui se font une nouvelle conception de la vie, de la politique, de la société, ainsi de suite. Et puis aussi, j'ai fondé aussi ce que j'ai appelé la troisième école, une nouvelle alternative que nous offrons en tout cas en termes d'enseignement, en termes de perception religieuse même, n'est-ce pas, à la jeunesse tout entière. Et je suis aussi membre fondateur de l'Assemblée générale Lafidi Fouti, qui depuis pendant pratiquement 5 années, n'est-ce pas, reçoit chaque dimanche des personnalités autour d'un plat de Lafidi, pour quelque part amener les jeunes à se servir de leur exemple, mais aussi à valoriser d'autre part le Lafidi qui est le plat le plus partagé en Guinée. Donc il y a un symbole d'unité, en tout cas à notre avis. Quel parcours palpitant. Et déjà vous voyez, en parlant de ce chemin que vous avez franchi, de votre inscription scolaire jusqu'à l'atteinte de votre diplôme universitaire, les gens aujourd'hui quand ils voient Ibrahima Khalil comme moi par exemple, je me dis c'est étrange. Cette personnalité aujourd'hui qui émerveille de par sa voix au niveau des médias, on se dit est-ce qu'elle a fait ses études en Guinée? Alors dites-nous exactement quel est le mythe, parce qu'en Guinée souvent on se dit les gens qui essayent de s'affirmer, de réussir dans des domaines, ce sont des gens qui ont effectué leurs études à l'étranger. Mais pour vous, le cas, vous parvenez à réussir, sachant que vous avez fait vos études en République de Guinée. Quel message pourriez-vous déjà dédier à ces personnes qui disent c'est très difficile d'étudier en Guinée et de réussir en Guinée? D'abord, avant de délivrer le message, je voudrais faire un petit résumé sur le modeste parcours qui a été le mien. Je l'ai rappelé, je suis le fils d'un imam. Quelqu'un qui estime que le meilleur enseignement est celui qui est tiré de la religion, qui est celui qui est basé sur la croyance religieuse, sur la recherche bien sûr du comment adorer son créateur. À ce titre, il m'a mis à l'école, c'était au niveau du franco-arabe de Simbaya, une école publique abandonnée à elle-même, un abandon qui s'explique par plusieurs raisons. D'abord par le fait qu'on est dans un pays où l'enseignement arabe n'est pas aussi considéré comme ça par les autorités. Et puis deuxièmement, c'était, comme je l'ai dit, une école publique où pratiquement parfois en classe, quand il pleut, vous êtes obligé d'attendre. Ou vous mettez d'un côté pour continuer le cours. Et puis, autre chose, c'est que les enseignants n'accordaient pas trop de considération à ce qu'ils faisaient parce qu'ils ne sont pas bien payés. Il y a tout ça. Donc j'ai étudié là-bas. Arrivé au niveau de la 5e année, un beau matin, notre directeur, qu'on appelle en arabe Moudir, le directeur on l'appelle Moudir en arabe, il vient nous dire, bon écoutez, ceux qui veulent aller au collège, faire l'examen d'entrée en 7e année, doivent maintenant voir des cours en français. Vous imaginez, vous passez 5 ans, 5 ans durant, vous n'avez jamais étudié une langue, on vient vous dire, en une année, vous devez étudier cette langue-là et affronter un examen. Conséquence, 2 ans d'examen, de tentative de rentrer, disons, au collège qui se solde ou qui s'est soldé avec des échecs. Donc, bref, j'ai fait 2 ans d'échecs en 6e année. Pourquoi? Parce que je ne connaissais rien en français. Il y a des matières que je n'ai jamais vues, sciences d'observation, géographie, je n'ai jamais vu ça en français. Au finish, à la 3e année, et parmi dans la centaine d'élèves qui étaient là-bas, il n'y a eu que 4 élèves qui ont été admis. Sur 100, il y a eu 4 élèves. Et tellement que disons, on a redoublé la classe, même quand on partait au niveau du centre d'examen, justement, les gens nous avaient remarqué, on disait, oh, c'est les élèves de Gabouria, puisqu'on appelle l'école comme ça. Après, j'obtiens la rentrée au collège, non sans difficulté. Et puis, 7e année, au niveau de la 8e année, j'avais des soucis. Parce que j'avais personne pour payer, disons, mes fournitures. Bah là, j'avais personne. Et puis, au niveau de la 8e année, mon père me dit, bon, il réunit toute la famille. Il dit, bon, écoute, moi, je n'ai pas de moyens.
À partir de l'instant, ce qu'on va faire, je te prends, je te confie à un conducteur de minibus, ce qu'on appelle chez nous ici Magbana. Il va t'apprendre la conduite et puis tu vas devenir un chauffeur. Parce que l'école, je ne peux plus vraiment la financer pour toi. Donc, conséquence, entre la 8e et la 9e année, j'étais obligé d'aller faire des petits travaux. D'abord, premièrement, il m'a envoyé ce conducteur de minibus qu'on appelait Caramo à l'époque. Non, Kémon, on l'appelait comme ça, Kémon. Et puis, on faisait Sangoya, Cité, Bambeto, aéroport Donka. C'est le trajet. Cité, aéroport Donka. C'est le trajet qu'on parcourait. Chaque matin à 4 h, on venait prendre le Magbana. On partait et puis je remplissais. Je disais Cité, Bambeto, aéroport Donka. À Sigafé. J'ai rempli et puis on part. Au retour, on faisait Donka, Amdalaï, Bambeto, Cité, Sangoya. Donc j'ai fait ça pendant plus d'un mois. Je ne pouvais plus supporter. Tu vois. Après, j'ai tenté de travailler dans un télécentre. Dans une sorte de télécentre. À la fin de la journée, on me donnait 300 francs. 300 francs à l'époque. Et bon, après ça, puisqu'il y avait une espèce de pénurie d'eau, c'était en 2003, 2004, 2005. Je puisais de l'eau. Il y avait des dames qui vendaient du riz dans des magasins, dans des bars, on appelait ça comme ça, au marché de Simbaya. Donc chaque jour, je pouvais épuiser 15 à 20 bidons. Par bidon, on me donnait 2000 par exemple. 15 à 20 bidons. 20 bidons. Donc je puisais ça. Je suis resté dans ça, ça ne marchait pas. L'année à laquelle je devais aller, disons, je faisais la 10e année, je suis allé à Madina. J'ai commencé à vendre du forêt-sac, des cartes de recharge. J'ai commencé à camper devant les boutiques. Quand tu viens, je dis grand, qu'est-ce que tu veux? Tu veux une batterie ou tu veux quoi? Si tu me dis ce que tu veux, je te dis bon, attends-moi ici. Je cherche, je viens, je te dis bon, la batterie ici c'est à 15 000, je te dis c'est 20 000. Tu achètes à 15 000, moi je récupère les 5 000. Je suis resté dans ça. Et puis ma maman se gouillait, elle vendait de la bouillie. Mais sauf que ça ne rapportait plus. Pourquoi? Parce que elle est obligée le matin de se réveiller à 5 h. Elle vend la bouillie à 8 h, c'est prêt. Elle prend le bol là, elle met sur sa tête, elle fait le tour de Simbaya, tous les secteurs de Simbaya. Elle revend maintenant à 9 h. Elle continue sur le marché, c'est qu'elle gagne comme un peu de bénéfice. Elle achète les condiments au marché. Et puis le riz, le sucre pour le lendemain, et revient, elle fait la cuisine. Quand je rentre le soir, on mange ça avec mes soeurs. Et donc elle ne pouvait pas prendre dans ça aussi, payer par exemple mes fournitures scolaires. Donc j'ai dit non, ça je ne pouvais pas attendre. J'ai commencé à travailler dans les chantiers, à faire monter des briques, du sable, et puis à la fin de la journée, on te donne 40 000, 50 000. Wow. Et j'ai dit, bon, il faut vraiment ce brevet-là, je dois le tenter. Si je gagne, je continue. Mais si je ne gagne pas, je vais sortir en aventure, je vais partir en aventure. J'ai pris la ferme décision de le faire. Je suis allé faire l'examen, le brevet plus tôt. C'était à Dubreka, je le fais. Et puis, je continue à aller à Madina. Le résultat sort, on m'appelle, on me dit, Khalil, tu es premier. Je dis non, c'est pas possible, comme me blaguait. Bravo. Oui, c'est pas vrai. Et puis je viens, effectivement, je trouve que je suis admis. J'ai dit à maman, maman était très contente. Bon, papa était content, mais il se disait, bon, tant mieux. Tu as vu? Alors, oui. C'est pas pour vous interrompre. Est-ce que pourrions-nous dire déjà, avec ce parcours, que c'est une utopie que les jeunes se font en disant c'est difficile d'étudier en Guinée et de réussir en Guinée? Oui, au fait, c'est ceux qui pensent comme ça. Le plus souvent se basent sur un certain nombre d'éléments pour le dire. Parce que imaginez, vous êtes né dans un pays où pratiquement pour bénéficier de bonnes études, d'une bonne formation, il faut aller dans une école privée. Vos parents n'ont pas les moyens de vous mettre dans une école privée. Et deuxièmement, vous pouvez étudier, finir vos études universitaires. Après, ce diplôme ne vous sert à rien. Vous le mettez de côté, vous partez, vous gouillez. Ainsi de suite. Ça peut amener ces gens à penser, ces jeunes à penser comme ça. Mais je dis non. C'est pas, on peut bien être en Guinée, en Afrique, grandir ici, se former ici, réussir ici, c'est bien possible. Mais c'est possible, c'est à une seule condition. Oui, laquelle? C'est d'abord, c'est d'être conscient de sa situation.
de se dire par exemple, voilà, moi, dont la mère vendait de la bouillie, le père est imam qui n'accordait pas de la consultation pour les études. J'avais aucun soutien dans la famille. J'étais empêché, j'ai failli ne pas faire le baccalauréat parce que j'avais pas 100 000 francs pour payer un banc au lycée aviation. 100 000 francs. 100 000 francs. Oui. À votre temps, Oui, c'est-à-dire les bancs. 100 000 francs. On payait 100 000 pour avoir un banc. C'est-à-dire tu payes ça. Dans toutes les écoles publiques, les gens le savent. Tu payes 100 000 pour le banc. Au lycée aviation, j'ai failli ne pas faire le baccalauréat. Il a fallu que des amis m'aident pour avoir ces 100 000. Maintenant, imaginez à l'époque que je dise, ben, je laisse tomber. Non. Mais je me suis dit, écoute, Khalil, tes parents n'ont pas de moyens. Tu vas te battre pour devenir quelqu'un. Et pour te battre, pour devenir quelqu'un là, les difficultés ne doivent pas t'empêcher de devenir quelqu'un. Parce que les difficultés font partie de la vie. Les difficultés font partie de la vie. On aura toujours des difficultés. Et ce n'est pas parce qu'on a les difficultés que ça doit nous empêcher d'avancer. Donc, j'ai été conscient de cette situation. Je me suis battu, n'est-ce pas, pour la changer. Et puis aller à l'université, finir l'université. Et puis dès la deuxième année, la première année, j'ai commencé à travailler dans une société de gardiennage. On me payait 300 000 francs guinéens. Dans une société de gardiennage. Je faisais 18h, 6h. J'étais gardien. Je vais même dire le nom de la personne sur laquelle je gardais. Je gardais la résidence de l'ancien directeur général de la Sotelgui, un certain Kumbassa, ici à Nongo. C'était la Sotelgui, c'était de l'argent. Oui, voilà, je montais la garde de 18h à 6h, je me lavais, 7h, je partais à Symphonia pour suivre mes cours. C'est dans ça que je prenais le prix des brochures. C'est dans ça que je prenais un peu pour donner à ma maman. C'est dans ça que je me faisais des petits plaisirs. Et après deuxième année, paf, je cherchais un stage dans une radio, disons à Familia FM. Et c'est le lieu même de remercier Caleb Collier. Qui m'a fait confiance à l'époque, il a dit, bon écoute, viens, on m'a soumis à un test, j'ai réussi, et puis on m'a mis là. Donc c'est parce que j'étais conscient de ma situation. Donc on peut bien être en Guinée, grandir ici, étudier ici, travailler et réussir ici. Mais à une seule condition, être conscient de sa situation, c'est extrêmement important. Maintenant, si c'est le journalisme qui a maîtrisé aujourd'hui Khalil, est-ce qu'on pourrait dire que le journalisme a été votre rêve d'enfance? Bon, mon rêve a été toujours de diriger. Pour être sincère avec vous. Mon rêve, c'est de devenir président de la République de Guinée. Bravo. Mais pour le devenir, je me suis dit, il y a des étapes à franchir. Et parmi ces étapes-là, j'ai considéré que le journalisme était un passage obligé. Pourquoi? Je me suis dit que pour quelqu'un comme moi, qui est né dans une famille très modeste, qui n'a pas de soutien, qui n'est même pas connu dans son quartier, ce serait bien, n'est-ce pas, que j'exerce un métier qui va me permettre d'être connu d'abord. La visibilité. Tu comprends, avoir une certaine visibilité. D'exercer un métier qui va m'ouvrir au monde. Un métier qui va me permettre d'avoir des relations. Bien évidemment, j'avais la passion. J'aimais. Donc parmi beaucoup d'autres activités, n'est-ce pas, beaucoup d'autres métiers à exercer, j'ai trouvé que le journalisme était le meilleur tremplin pour atteindre cet objectif-là. D'ailleurs, il cadrait parfaitement avec mes envies. Pourquoi? Parce que j'étais un jeune qui a été toujours avec des écouteurs ici. Depuis que j'étais au collège, je ne ratais pas les émissions. Mon idole à la RTG, c'est Tesken Kamara, paix à son âme. Monsieur Météo. Il avait tous les mercredis ou jeudis une émission qui parlait de science. Je ne ratais jamais l'émission. Je pouvais ne pas manger, mais je ne ratais pas l'émission. Mon idole que j'avais à l'international, c'était Alain Foka. Je le suivais tous les samedis. Et j'adorais ça. Et le fait pour lui de raconter l'histoire des présidents, des leaders, j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus présidents, qui étaient dans une situation pire que la mienne, qui étaient issus de familles modestes, qui n'avaient rien, mais qui sont devenus présidents. Donc ça m'a amené à me dire que je peux devenir comme ces gens. Et plus loin, ça m'a amené à me dire, bon, tu peux devenir comme Alain Foka. Faire comme Alain Foka. C'est pourquoi, bon, jusqu'à présent, je me bats. Il y a les archives. Jusqu'à présent, je me bats pour me départir de la personnalité de Alain Foka. De sa voix, je me bats. Mais il a été mon idole. Et plus loin, il y a d'autres personnalités qui m'ont inspiré. Donc, il y avait cette passion aussi. Voilà, en Guinée, il y avait d'autres journalistes, les Moussa Mara, et voilà, qui m'inspiraient. Donc, je me suis dit, bon, tu dois devenir journaliste. Devenir journaliste parce que tu aimes le travail, le métier, mais le devenir parce que après tu dois devenir, tu dois conquérir le pouvoir et tu dois le gagner.
Quittant du parcours scolaire, au niveau du parcours professionnel, le canal continue, le canal du débat et de la petite discussion entre son Excellence et le Zine Davgui. Excellence, alors, maintenant, avez-vous eu à pratiquer d'autres choses à part votre travail d'aujourd'hui? Oui, je l'ai rappelé, j'étais gardien. Ok. Je travaille dans un service de gardiennage. Okay. Je l'ai fait. Oui. J'étais apprenti Magbana, je l'ai fait. Oui. J'étais vendeur de plastique, de forêt à Madina, je l'ai fait. Oui. D'accord. Et puis l'autre chose, l'autre petit secret, bon, je dirais, j'étais aussi assistant de marabout. C'est-à-dire que j'écrivais des talismans pour des marabouts et on me payait. Okay. Je l'ai fait aussi. Et ça me permettait d'avoir un peu d'argent. Et puis, j'étais aussi un chanteur. Un chanteur. Wow. Moi, j'ai chanté dans les temps. Oh. J'ai beaucoup d'amis aujourd'hui qui sont connus sur la scène. Et voilà, qui savent que j'étais chanteur. J'étais rappeur. Hein? Et voilà, j'ai même des amis, j'ai même un ami avec qui j'ai rappé, qui est un grand avocat de ce pays aujourd'hui. Je ne vais pas dire son nom, j'ai gardé ça. Et puis il y avait des jeunes qui venaient me voir à l'époque. Moi, j'étais leur modèle. Aujourd'hui, c'est des stars. Okay. Ils font 5 millions. L'un des artistes même fait partie des plus écoutés maintenant. Et c'est d'ailleurs celui que j'écoute tout le temps dans ma voiture. C'est qui? Non, je vais garder aussi. Ça, c'est des secrets de polichinelles alors. Ok. Et maintenant, là, vous avez parlé de toutes ces difficultés. Mais quelles difficultés vous a-t-il marqué allant jusqu'à vous débouter parfois de la vie? Ça, c'est une grosse question. Quand même, il y a eu un moment où j'ai failli tout arrêter. Où je me suis dit, bon, Khalil, tu dois prendre tes habits et puis aller en aventure. C'est quand j'ai eu le brevet. Je vais au lycée aviation. On me dit, tu dois trouver le prix d'un banc, 100 000 francs. Je n'avais pas l'argent là. Je reviens voir ma maman, je l'explique. Elle coule des larmes. Elle dit, bon, ce que tu vas faire, dans la famille, il y a tel personnage. Voici tes parents. Il faut aller les voir. Ils vont t'aider. J'ai fait le tour de toute la famille. Le tour de tous mes amis. Je n'ai eu personne pour m'aider à avoir les 100 000. Pour obtenir les 100 000. Et mon père, quand je l'ai donné les 100 000, il m'a dit, je t'avais prévenu que l'école n'est pas bonne pour toi. Je t'avais prévenu, je n'ai pas d'argent. Cet instant précis, j'ai dit, il fallait que j'arrête. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Après, j'ai quelqu'un pour qui je l'ai dit, j'écrivais des talismans. Okay. Un Karamoko, c'est le lieu de le saluer, il s'appelle Lance Condé. C'était un Karamoko, je venais souvent, il me donnait des choses à écrire en arabe. Okay. On comptait les pages, et j'écrivais et il me payait en fonction des pages. C'est lui qui a constaté que j'étais triste. Il a dit, mais Khalil, mon Karimbi. Il était là, mon Karimbi. Je lui ai expliqué le problème, mes aventures, ma situation. Et puis il a fait sortir 50 000 marémis. C'était comme si c'était 1 milliard. Wow. Et puis après, j'avais une autre amie aussi, qui était de passage à la maison le soir. Je lui ai expliqué ça. Elle a dit, non, attends, je vais dire à papa, je vais mentir. Elle a menti à papa, l'argent est venu. Je suis allé payer ça. Et ça, mais avant ça, je me suis dit, bon, il fallait arrêter. Arrêter quoi? Oui, arrêter les études, arrêter tout et puis aller en aventure. Parce que je ne supportais plus non seulement de voir ma mère, chaque matin, 4 h du matin, se réveiller, mettre le bol sur sa tête, aller les vendre. Et puis, il n'y avait pas de solution dans la famille. J'avais pas quelqu'un dans la famille qui pouvait me dire, bon, tiens ça, j'avais pas d'espoir. Et puis voilà, et je me disais que je n'étais pas fait pour accomplir un grand destin. Pas du tout. Donc ça fait partie des difficultés. Ouais. Mais c'est celle qui m'a beaucoup découragé, c'est celle-ci. Comme on aime le dire souvent, derrière des grands échecs adviennent des moments de gloire, des moments de joie. Excellence, avez-vous connu aussi des temps de joie que vous pourrez partager avec l'audience de Davgui? Oui, bien sûr, des temps de joie à la naissance de mon garçon. Ça, c'était un moment de joie.
et puis de ma fille aussi. C'était un moment de joie. Okay. Et puis, à part ça aussi, l'autre moment de joie, il y a un moment de joie en fait dans ma vie qui est quotidien. C'est-à-dire tous les jours j'ai ce petit moment de joie. Qui vous illumine à tout moment. Tous les jours. C'est deux, en fait ce moment il est situé dans deux temps. Le premier c'est celui souvent que je partage avec mes auditeurs et téléspectateurs. C'est-à-dire quand je suis à l'antenne dans une émission, pour moi c'est tellement un moment de joie au point que le fait de me dire il y a des gens qui m'écoutent, des milliers de personnes qui m'écoutent, ça me procure un immense bonheur. Okay. C'est une immense joie. Quand je suis stressé, je viens à l'antenne, je fais une émission. Et quand je fais une émission, le fait après de recevoir l'appel d'un simple citoyen qui me dit « Ah, j'ai suivi ton émission, vraiment, j'ai aimé » ou bien « Tu as dit ça, j'ai pas aimé », ça me procure un immense bonheur. Ça, c'est le premier moment de joie que je... Tcha, on revient toujours, on allait sauter sur quelque chose. Bien sûr. Vous avez eu un trophée. Oui. Bien sûr, ouais. Ça a été, en toute honnêteté, j'ai oublié de le mentionner, mais c'était un grand moment aussi dans ma vie. C'était un tournant décisif dans ma carrière journalistique, dans mon ascension, si je peux appeler ça comme ça, entre guillemets. Le fait de se voir consacré par toute une corporation, le fait de voir des gens dire, bon, vous là, parmi tant de personnes, parmi tant de jeunes du pays, on vous a choisi sur la base d'abord d'un vote qui a été fait sur les réseaux sociaux, donc par des gens que vous-même vous ne connaissez pas. Et deuxièmement, sur la base d'un jugement fait par une espèce de commission de jury. Inconnu par vous. Inconnu, que vous ne disons que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas c'était qui se retrouve pour dire, bon, vous là, on estime que vous êtes le meilleur de votre génération. Ça, c'est plus qu'un moment de joie. C'était une consécration. À la fois, c'était un défi qu'on venait de me lancer. J'ai pris ça comme une interpellation, une façon de me dire, Khalil, ce que tu fais, c'est bien, mais tu dois faire mieux encore. Ok. Maintenant, psychologiquement, pourriez-vous nous dire, par exemple, est-ce qu'il y a des aspects qui avaient contribué à vous démarquer des autres candidats pour obtenir ce trophée qui vous a été cerné par les IAOS? Oui, bien sûr. C'est d'abord l'impact. L'impact sur les citoyens. En tant que journaliste, au plus fort de la lutte contre le troisième mandat, je me suis illustré dans la rédaction de plusieurs éditos, de plusieurs articles, n'est-ce pas, qui appelaient le peuple de Guinée à se donner la main pour défendre sa démocratie, son état de droit. Ça a contribué. Okay. Et deuxièmement, en tant que journaliste, j'ai contribué à créer un espace qui va au-delà des médias, qui permet aux Guinéens tout court de se retrouver avec des personnalités, avec leurs gouvernants, manger non seulement un plat de la fili avec eux, mais aussi les poser des questions sur ce qu'ils font, les amener à rendre compte. Un espace où même un cordonnier peut s'asseoir avec un ministre, manger avec lui, l'interpeller, lui dire, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Ça, c'était quelque chose de déterminant à mon avis, dans, n'est-ce pas, l'attribution du prix que j'ai eu aussi. Et toutes mes Maintenant, sans oublier le niveau professionnel, les émissions, tout ça, la qualité. Ok. Et une fois de plus, surtout, toutes nos félicitations pour ces trophées. Merci. Et il y a une question qui a été posée par l'un de vos membres, et c'est pas d'une de vos structures, et il est aussi l'un de vos followers. Alors, il vous a dit de vous poser cette question. Comment est venu le nom Ouma? La Ouma, est parti d'un constat. Un constat qui m'a amené à faire la synthèse de toutes les idées reçues sur, n'est-ce pas, le fonctionnement de notre société, sur notre perception des choses, n'est-ce pas, qui déterminent notre vie aujourd'hui, comme la religion par exemple, comme la politique. Je me suis rendu compte en fait que les gens sont toujours colonisés. Les gens n'arrivent pas à se faire leurs propres opinions. Donc, les gens n'étaient pas indépendants. Psychologiquement. Donc, je me suis dit,
Il faut créer, n'est-ce pas, une entité au sein de laquelle on va travailler ensemble pour amener les gens à, bien sûr, se libérer de cet état de fait. Maintenant, je me suis aussi dit que pour ce faire, il fallait créer une sorte de communauté, une sorte de société où les gens, n'est-ce pas, vont être beaucoup plus unis par un certain nombre de valeurs. Comme d'abord, la solidarité. C'est que je me suis rendu compte qu'on est dans un pays, dans un monde où la solidarité n'existe que de nom. Vous avez un problème, ce n'est pas mon problème. Ouais. On est amis que dans la bouche. Ouais. Je dis, il faut travailler à cela. Pour créer, n'est-ce pas, une solidarité entre les gens. C'est pourquoi j'ai appelé, n'est-ce pas, la société, la première dénomination, j'ai dit la République. Désignant la société, j'ai dit c'est une république. En fait, c'est une république parce que c'est carrément un pays. C'est un état d'esprit. C'est un état qui n'existe que dans la tête des gens. Pourquoi dans la tête des gens? Parce qu'il n'a pas de frontières. Tu peux être aux États-Unis, toi tu es à Conakry, l'autre est à Luanda. Vous appartenez au même état qu'on appelle la Ouma. Après, je dis c'est la République populaire. Pourquoi populaire? Parce que comme je l'ai dit, c'est que tout le monde est membre de la Ouma. Sans le savoir. Même Ghana qui est au marché là-bas, la vendeuse de piment, elle est membre de la Ouma. Wow. Oui, elle est membre de la Ouma. Pourquoi? Parce que chaque matin, elle se réveille. Elle va sur, n'est-ce pas, la base de l'honnêteté. De façon honnête, elle cherche sa pitance, elle vient nourrir sa famille. Elle est membre de la Ouma. Vous prenez quelqu'un qui est, n'est-ce pas, au Bangladesh là-bas, l'intéressé aussi est membre de la Ouma. C'est pourquoi je dis la République populaire. Ça dit tellement que on est nombreux, on ne peut pas estimer notre nombre. Après, j'ai ajouté solidaire. La République populaire est solidaire. Solidaire parce que je dis c'est une, n'est-ce pas, une population, c'est des gens qui sont solidaires entre eux, n'est-ce pas, qui constituent la Oumma. Donc, d'où le nom, la République populaire et solidaire de la Oumma. Maintenant, le mot Oumma, n'est-ce pas, c'est le dérivé, étymologiquement, c'est un mot arabe qui désigne la société, qui désigne la communauté, qui désigne un ensemble où des gens vivent en harmonie. C'est pourquoi c'est les musulmans, vous entendez parler de la communauté et de la Oumma islamique. Quand on dit Oumma islamique, on parle de la communauté musulmane. Vous entendez parler aussi de la Oumma chrétienne. Ça désigne la communauté chrétienne. Donc la Oumma, quand on dit Oumma, ça ne fait pas forcément référence à la religion. Mais plutôt ça signifie communauté. Mais c'est un mot arabe. Donc ça, c'est d'abord pour amener les gens à comprendre c'est quoi la Oumma. Maintenant, les objectifs, comme je l'ai dit, c'est de travailler pour amener, n'est-ce pas, les gens à être plus solidaires. Deuxièmement, c'est de travailler pour amener les gens à avoir une nouvelle conception de la politique, une nouvelle conception de la religion. Et surtout à amener les gens à vivre dignement et librement. Donc, vous avez réussi une réponse à votre question, c'est followers. Donc, désormais, quand on dit seulement Oumma, Oumma est tiré d'une expression arabe qui signifie communauté. Donc, pas de discrimination avec la République populaire de la Oumma, présidée par son Excellence Ibrahima Khalil Diallo. Khalil, ça serait la dernière question avant de passer à l'autre étape. Maintenant, toutes les personnes qui réussissent souvent ont derrière elles des astuces ou des secrets qui les permettent de se tenir sereins pour l'aboutissement ou la quête de leur vie. Pourriez-vous nous dire quelles sont ces routines ou ces astuces, des secrets qui vous permettent à vous émerger partout où vous partez? D'abord, c'est la conscience. Okay. Pour aller de l'avant, il faut être conscient de sa situation. Okay. Quelqu'un qui est né, qui a trouvé ses parents riches, et quelqu'un qui est né, qui a trouvé ses parents modestes, non rien, ces deux-là ne doivent pas avoir la même conception de la vie. Donc, c'est être conscient de sa situation. Deuxièmement, c'est de travailler sans relâche, sans compter sur quelqu'un. Travailler sans relâche, sans compter sur qui que ce soit. Ne comptez pas sur votre papa, ne comptez pas sur votre maman, ne comptez pas sur les gouvernants. Travaillez comme si vous devez mourir aujourd'hui. Travailler comme si on devait mourir aujourd'hui. Troisièmement, c'est être honnête dans tout ce qu'on fait. Très honnête. Quand vous confiez une responsabilité, soyez honnête. C'est d'être humble, c'est d'être juste.
Et enfin, c'est d'être quelqu'un, n'est-ce pas, qui ne se permet pas de déambuler avec les hypocrites et les lâches. C'est être quelqu'un de vrai, quelqu'un qui est vrai, qui s'assume. D'accord. Quelqu'un qui s'assume pleinement. Vous avez des défauts, vous les identifiez, vous les acceptez et vous vous battez, n'est-ce pas, à les corriger. Ça, c'est l'un des secrets. Et l'autre chose aussi, c'est quelqu'un qui prend soin de ses parents. Ses parents, ton père et ta mère, tant qu'ils vivent, il faut prendre soin d'eux. Ça, c'est moi, c'est mon premier secret. Quand j'ai 50 000, les 30 000, je les empoche, les 20 000, je les envoie chez mon papa et chez ma maman. Ou tout court, si j'ai 20 000, je donne 15 000 à la maman, je donne 5 000 au vieux. Wow. C'est ce que je fais. Et deuxièmement, ne coupez jamais le pont avec Dieu. Quoi que vous fassiez, que vous soyez un buveur d'alcool, un fumeur, quelqu'un qui couche gauche à droite, faites toujours votre prière, que vous soyez musulman ou chrétien. C'est le plus important. Qu'en pensez-vous de Davgui? Davgui, c'est le symbole de l'honnêteté, le symbole de la bravoure, le symbole de la persévérance, c'est le symbole de, n'est-ce pas, de, je dirais, de la clairvoyance. Pourquoi? D'abord, un symbole de l'honnêteté, c'est un jeune que j'ai connu dans des circonstances difficiles, qui se bat chaque matin, qui étudie d'un côté, mais de l'autre côté qui travaille, qui ne se gêne pas. Et puis c'est un symbole de la bravoure, qui se réveille très tôt le matin, et puis qui va chercher, n'est-ce pas, quelque chose pour lui permettre de faire face aux frais liés bien sûr à ses études, qui ne se gêne pas. Et puis c'est un symbole de la persévérance. C'est quelqu'un qui, n'est-ce pas, continue à faire ce qu'il est en train de faire, qui continue, n'est-ce pas, à s'améliorer, qui est tout le temps à la recherche des nouvelles connaissances, qui se forme en anglais, qui veut faire son master d'un côté. En tout cas, bref, qui veut aller de l'avant. Donc c'est vraiment pour moi un modèle de réussite. Pas de réussite, mais c'est un modèle. Davgui, en toute honnêteté, moi, c'est la première fois que... C'est comme si j'étais sur France 24, en fait. Ah oui. C'est comme si j'étais... Pendant plus de 10 ans, je pose des questions aux gens. Mais là, moi-même, j'avoue que je suis intimidé. Ouais. Je suis très intimidé. Et la question suivante. Quels sont vos modèles de réussite? Mon modèle, j'ai 3 modèles, si vous le permettez. D'accord, lesquels? Le premier, c'est le prophète Mahomet, paix et salut sur lui. D'accord. C'est le premier, un homme parfait. Ok. D'accord? Bon, pas parfait, un homme qui m'inspire beaucoup de choses. Mon deuxième modèle, c'est mon papa, mon père, qui m'a toujours appris, n'est-ce pas, à vivre de la sueur de mon front, qui m'a toujours appris que je ne dois compter sur personne, si ce n'est pas sur moi-même, qui m'a appris à être honnête et loyal. Mon troisième modèle, ça va vous paraître bizarre, c'est Poutine. C'est le président russe. Quelqu'un qui est serein, quelqu'un qui fait tout ce qu'il fait dans l'intérêt exclusif de son peuple. Quelqu'un qui ne fait pas les choses pour qu'on l'apprécie, pour qu'on l'admire. Et quelqu'un qui n'aime pas ce qu'on appelle en bon maninké, le yomaya. Le yomaya, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on se foute de vous. Ok. Excellence. Oui. Pourriez-vous nous dire quels sont des livres qui vous ont impacté? Le premier livre, c'est le Coran. D'accord. Oui, en ce sens que c'est pour moi le livre le plus parfait au monde, qui a en son sein beaucoup de récits, beaucoup de choses qui peuvent, n'est-ce pas, vous guider dans divers domaines, qui a en son sein même, n'est-ce pas, c'est-à-dire, en fait, c'est un livre qui se recoupe avec tout, avec la science, avec la politique, avec la société, ainsi de suite. Le second livre qui m'a inspiré, c'est À l'écoute du monde. C'est le livre qui m'a permis, n'est-ce pas, d'améliorer ma lecture. Mais bien avant, il y a Mamadou Ebineta. Okay. Quand j'ai fait 5 ans à l'école, et puis on m'a dit que je devais faire l'examen d'entrée en 7e année en français, ce livre m'a aidé. Mamadou Ebineta. Ensuite, À l'écoute du monde, c'est le livre qui m'a permis vraiment de m'améliorer en lecture. Et puis l'autre livre, c'est Le salaire de l'ingratitude, de Sebel Amin Kouyaté. Un livre, n'est-ce pas, où on part, c'est-à-dire où on est en aventure avec soi-même. Un livre, n'est-ce pas, qui vous apprend, bref, à ne pas être ingrat, à être toujours reconnaissant, quelle qu'en soit la situation. Et puis enfin, c'est L'audace d'espérer, écrit par Barack Obama. Un livre aussi qui, en tout cas, qui m'amène à me dire chaque fois, quand je veux une chose, je peux l'avoir. Il suffit juste que je me décide.
n'est-ce pas, à l'obtenir. Ok. Voilà. Et qui aimeriez-vous qu'il soit notre prochain invité? Prochain invité? Oui. Davgui. Davgui. Oui. Ok. Et quel défi le lanceriez-vous? C'est le défi de nous dire comment l'idée lui a traversé. En fait, comment il a eu l'idée de créer, n'est-ce pas, une émission où il va recevoir les gens et puis parler de ces gens-là pour servir d'exemple aux jeunes. Ça, j'ai bien envie de le savoir. Et puis l'autre chose, son petit secret. Qu'est-ce qu'il fait? Il est tout le temps curieux, il veut aller de l'avant. Hein, il veut, dès qu'il voit quelqu'un sur Facebook, n'est-ce pas, qui réussit, il fait partie des premières personnes qui encouragent la personne. Et de l'audace. Dites-vous que vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans cette vie. À une seule condition. D'être d'abord conscient de sa situation. Conscient, n'est-ce pas, des choses, n'est-ce pas, qu'on veut accomplir. Conscient de sa situation. En ce sens que, si vous vous réveillez le matin, vous trouvez que vos parents n'ont pas les moyens. Vous êtes issu d'une famille modeste, vous ne devez pas vous comparer à quelqu'un dont les parents sont riches. Donc il faut être conscient de sa situation. Ça ne sert à rien d'aller dans les boîtes de nuit, gaspiller 2 millions, 3 millions ou 500 $. Pendant que vous êtes dans un pays où vous pouvez investir dans des petites choses. Le plus important dans la vie, c'est de réussir. C'est le plus important. L'instant présent, n'est-ce pas, qui nous amène à émerveiller ou à impressionner les gens, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est de réussir. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, cultivez toujours l'honnêteté, en tout lieu et en toutes circonstances. Quand vous confiez une responsabilité, assumez-la et exercez-la, surtout avec beaucoup plus de conscience, avec beaucoup plus de loyauté, avec beaucoup plus de redevabilité envers la personne ou les personnes qui vous ont confié cette responsabilité-là. Et aussi, ce que je conseille aux jeunes, c'est la persévérance. Surtout, la persévérance. Quand on vous confie un travail à faire, faites-le bien. Faites-le avec plaisir. Faites-le sans commune mesure. Faites-le sans modération. Et ne vous dites pas que vous pouvez commencer à faire un travail le matin et le soir obtenir, n'est-ce pas, un résultat très positif. Ou bien vous ouvrez un télécentre le matin ou demain vous êtes millionnaire. Non, il faut être persévérant, il faut continuer à travailler. Il faut continuer, n'est-ce pas, à poursuivre vos objectifs là. Même si ça doit prendre 50 ans. Si vous croyez que c'est ce qui peut vous faire sortir de l'ornière, eh bien mon gars, continuez, n'est-ce pas, dans ce sens, sur ce chemin. Et l'autre message aussi, c'est celui de la patience. Beaucoup de jeunes ne sont pas patients aujourd'hui. Je l'ai dit, on vous confie une petite responsabilité, tout de suite vous voulez acheter une villa à Paris, à Washington ou bien à Lambani ou bien à Nongo. Non. Vous avez une opportunité de vous construire. Faites-le avec beaucoup plus, n'est-ce pas, de modestie, mais dans le temps. Dites-vous que tout peut venir à point nommé. Comme l'a dit l'adage, en tout cas celui qui sait bien entendre. Faites les choses doucement, mollo mollo, mais il faut bien les faire. Il ne faut jamais se précipiter. Il ne faut jamais, n'est-ce pas, déclencher les choses quand le temps n'est pas arrivé. Et le dernier message que j'ai à livrer à l'endroit des jeunes. Les jeunes doivent, n'est-ce pas, se faire une nouvelle conception de la politique. Dites-vous que la politique telle qu'elle est exercée aux États-Unis, en France ou ailleurs, elle peut ne pas être exercée de la même manière ici. D'accord? N'acceptez plus en tant que jeune de sortir pendant les campagnes électorales pour juste à cause de 50 000 francs ou bien un t-shirt. En tant que jeune, soutenez un leader sur la base de la pertinence de son projet de société. Ce qu'il peut vous proposer, ce qu'il peut faire pour votre pays, ce qu'il peut faire pour votre société. C'est sur cette base qu'il faut soutenir quelqu'un. Ne soutenez pas quelqu'un parce qu'il vient de la même région que vous. Ne soutenez pas un leader parce qu'il va vous donner de l'argent. Ne soutenez pas un leader parce que, eh bien voilà, s'il devient président, tout simplement, il va vous faire de vous ministre. Non, ne voyez pas vous seulement. Voyez le pays. Quand on voit le pays, c'est qu'on voit les générations, on voit l'avenir de ses enfants. Vous êtes ministre aujourd'hui, vous faites du bon boulot. Dites-vous que vous ne le faites pas pour vous, mais vous le faites, n'est-ce pas, pour vos enfants, pour vos arrière-petits-fils et vos arrière-petites-filles. Donc c'est le dernier message que j'avais à livrer. Et enfin, j'invite les jeunes à s'engager en politique. Ne dites pas, ben voilà, le moment n'est pas venu. Ou bien je ne suis pas trop instruit. Ou bien je n'ai pas d'argent. Ou bien si je me porte candidat, ou bien je suis leader, on va dire non, il veut se prendre. Quand il y a élection,
Si votre âge vous permet d'être candidat, jeune, partez, postulez, soyez candidat. Ceux qui partent étudier en Europe, aux États-Unis, ne nous dépassent en rien. Absolument rien. Ce pays-là, il nous appartient tous. On peut être candidat des élections ici, on peut devenir maire, on peut devenir président, on peut devenir, n'est-ce pas, chef de quartier. Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas, n'est-ce pas, un terreau qui appartient à un seul individu. Engageons-nous en politique et changeons les destinées de notre pays. Je vous remercie. Merci.